Donc, je vais essayer de vous présenter assez brièvement notre expérience, parce que je ne suis que un des membres du projet intégré de mécanique et de mécanique automobile pour les étudiants ingénieurs, master ingénieur civil, mécanicien et ingénieur civil électromécanicien. Alors, pourquoi sommes-nous allés vers le projet? Donc, même si madame me conteste peut-être le mot, je vais vous donner exactement la définition après de notre vision de ça. Eh bien, en fait, tout simplement, parce qu'il y a une demande à la fois de la part des futurs employeurs, mais aussi une demande des étudiants ingénieurs qui ont une formation assez théorique lors des phases de bachelier et qui ont une soif de mettre enfin les mains dans le cambouis ou de créer, d'utiliser leur dimension créativité dans leur formation. C'est devenu aussi un argument pour la reformulation du master mécanique qui à un moment donné a perdu une partie de ses effectifs, et puis on s'est pas mal posé de questions sur la motivation qui pouvait qui pouvait attirer les étudiants vers ce master. Alors juste pour placer le fil conducteur, parce que le projet intégré de premier master prend toute sa place dans une trajectoire de formation qu'on veut donner aux étudiants. Si je caricature un étudiant qui sort de bachelier, il a appris à résoudre un problème qui est relativement bien posé, défini en termes de données. C'est plutôt ça qu'on a. Quelles sont les données d'entrée et quelles sont les sorties attendues? Et en fait, dans le bachelier, on leur pose un exercice où il y a à peu près toutes les données et il y a très souvent une seule réponse. Tandis que dans la vie professionnelle, vous avez souvent un énoncé qui est flou, voire pas d'énoncé du tout, et vous voulez avoir une réponse qui est originale. De plus en plus originale, puisque la motivation de l'industrie européenne pour survivre face à la production de masse chinoise, c'est d'avoir des réponses créatives. Donc on veut aller vers là, et première étape du jalon en master, c'est de leur dire, voilà, il y a besoin d'un client, parce que c'est ça finalement, pour nous, étudiants ingénieurs, c'est qu'il y a un client, stakeholders, comme on dit en anglais, et lui, il a généralement un besoin peu clair, qu'il va falloir clarifier, et auquel il va falloir apporter une réponse qui n'est probablement pas unique. Donc, deux groupes différents pour apporter une réponse différente à un même besoin. Et enfin, alors, dans le Master 2, on leur donne la possibilité d'aller encore une étape plus loin, même ça c'est votre définition, et je suis convaincu que les étudiants dans leur état de maturation intellectuelle ne sont pas capables de répondre à ça avant d'arriver au Master 2, c'est de définir un besoin latent ou inexprimé d'une partie de la population pour transformer une idée en un produit, service, etc., commercialisable. La valeur n'est pas nécessairement monétaire, elle peut être un service à la communauté, à une institution, etc. Mais là, à ce moment-là, d'inventer soi-même son propre énoncé et d'y apporter une réponse. C'est les poupées russes, parce que pour résoudre ce genre de problème, je dois pouvoir être capable de gérer un projet qui est relativement flou, et pour résoudre un problème flou, à un moment donné, je vais être demandeur de pouvoir résoudre un énoncé relativement bien défini. Donc voilà le cadre dans lequel on a cette succession de projets de plus en plus compliqués vers une vie professionnelle. Alors, pour les projets intégrés de mécanique, on veut justement insister sur la capacité de développer une méthodologie, parce qu'il y en a, c'est pas formel, on n'est pas obligé de faire toutes les étapes, mais au moins il faut mettre certaines étapes en œuvre, où on va aller depuis une idée jusqu'à au moins une mise en œuvre. Normalement, ça devrait être industriel, mais on n'a pas les moyens nécessairement de développer cette étape-là, mais au moins la production d'un plan, d'un prototype total ou partiel, quelque chose qui est réellement concret, quelque chose qu'on peut toucher. Alors, le projet se fait en groupe, généralement de 2 voire 3 étudiants. On n'est pas toujours un nombre d'étudiants en pair. Il faut parfois faire des groupes impairs. Avec l'ambition d'essayer de dire, on va faire de la transversalité, on va essayer de faire des projets qui doivent mettre en jeu la plupart des compétences, ou un grand nombre de compétences qu'ils ont acquis ou qu'ils acquièrent durant l'année du Master 1. Alors on demande aussi évidemment aux collègues, s'ils ont des TP, d'essayer de mettre un maximum de projets ou d'heures en connexion avec leur projet intégré. Alors finalement, le projet, lui, chez nous, il suit une méthodologie qui est une méthodologie assez professionnelle. On part depuis un besoin exprimé par un client, on ne va pas le définir, mais qui est généralement assez mal défini,
et qu'il va falloir structurer pour donner une réponse adéquate. Donc la première phase du projet, si je l'arrive, c'est-à-dire jusque nous on a posé un jalon, donc on retrouve exactement votre, moi j'appelle ça un jalon en termes d'ingénieur, un milestone en anglais, c'est d'arriver à d'abord faire parler le client, de mettre en français sur papier tout ce qu'il veut avoir, et puis à l'aide d'outils méthodologiques, de définir un cahier de charge avec des valeurs numériques éventuellement, pour se dire, bah tiens, mon projet, il va falloir d'abord faire ceci, ceci, et donc on aboutit à une planification. Planification qui est évidemment un processus continu, puisqu'on le révise au fur et à mesure du projet en fonction des difficultés qu'on rencontre. Et là, vous allez voir qu'on va avoir une évaluation formative, et pas certificative, parce qu'on ne peut pas attendre que tout le monde ait bien défini. Par contre, la deuxième phase qui est de se dire, parmi toutes les solutions possibles, il y a plein de processus physiques, des brevets, des choses comme ça, des produits commerciaux qui pourraient partiellement être adaptés. On va leur demander de se documenter, de faire un état de l'art, et puis de faire un processus d'aide à la décision pour sélectionner une, et éventuellement une deuxième solution qui servirait de recharge, mais en tout cas de choisir une solution pour Noël, qui sera celle qu'ils vont développer par différents processus ultérieurement. Et là, là, il faut mettre un peu le bâton et la carotte. C'est certificatif pour une partie des points qui seront accordés sur ces fameux casse-crédits. Troisième phase du projet, la solution étant là, il faut la dimensionner, c'est-à-dire effectivement de lui donner choisir un matériau, voir sa résistance mécanique, la compatibilité géométrique, voir s'il satisfait des normes, etc., etc. Avant d'arriver à une phase de mise en œuvre qui est la suivante, qui est la construction d'un prototype, la production de plans, le passage à l'atelier où ils vont pouvoir se faire aider avec des techniciens, des fournisseurs, passer des bons de commande. Et donc là, on refait une troisième évaluation qui est formative, où on leur dit go, no go pour aller vers l'achat des différents composants. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce qu'on ne vient pas avoir des monceaux de pièces qui ne servent à rien dans l'atelier. Et enfin, la quatrième qui est la finale, qui est celle de juin, où on va évaluer l'ensemble de leur parcours, de leur réflexion, où ils vont démontrer, entre guillemets, la finalité de leur processus, jusqu'à, je vais dire, des tests du système. Alors, peu importe que le système fonctionne parfaitement, je dirais que l'ingénieur est la personne qui ne sait peut-être pas pourquoi ça fonctionne, enfin, on sait que ça ne fonctionne pas et on sait pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est ça l'important, c'est de voir qu'en fait, dans le processus, éventuellement, on a commis une erreur à un moment donné, et de voir pourquoi on a fait cette erreur et qu'est-ce qu'on aurait pu changer. On n'a pas le temps d'une année de refaire le cycle. Alors, des grosses difficultés pour un certain nombre d'étudiants, c'est la tendance à vouloir toujours retourner en arrière, puisqu'on les a formatés depuis qu'ils sont à l'école gardienne. On leur dit 2 ans, ça doit être du 10 sur 10. Ben non, c'est pas vrai. Quand ils sont dans la vie professionnelle, il faut sortir une voiture dans 2 ans, on a 2 ans, après 2 ans et 1 jour, c'est fini. Le poste, il dit, ça va, on l'a produit, on ne change plus rien. Parfois, ça a des gros problèmes, hein, voir le Dieselgate, mais il y a une notion de respect des contraintes temporelles qui est extrêmement important pour un ingénieur. On pourrait même perdre tout si on ne respecte pas cette contrainte temporelle. Et enfin, vous allez voir qu'il y a un aspect soft skills, parce qu'on dit toujours les ingénieurs, c'est des gros intellectuels qui ne font que manipuler des équations. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de produire de la science, c'est bien de produire, mais il faut encore que les gens qui vous écoutent, qui vous donnent l'argent, qui vous donnent les moyens, la société qui vous paye, soient conscients que vous ayez travaillé pour faire des choses bien. Et donc, il va falloir former ces étudiants à convaincre, d'une part, premièrement, leurs supérieurs. Dans leur vie professionnelle, ils vont devoir être en compétition avec tous leurs collègues, qui vont aussi demander à leur chef de service pour avoir de l'argent, pour faire un projet, pour développer une innovation, etc. Donc, la première chose, c'est convaincre, vous allez le voir, votre chef de service. Alors, quelques exemples de réalisation, parce qu'on va vraiment jusqu'à la fabrication de pièces. Ça va pour la partie mécatronique, c'est parfois des énoncés, le robot qui décapsule les bouteilles toute seule. Je ne vous fais pas de commentaires.
C'est des projets tels que le Shell Éco-Marathon où les étudiants contribuent d'année en année à améliorer la voiture. C'est des projets plutôt biomécaniques comme c'était une prothèse pour un genou pour une compétition et ou bien alors des chaises assistance électrique pour aider les personnes à mobilité réduite à continuer à avoir les mêmes gestes malgré éventuellement une perte de puissance physique. Alors je passe très vite ici, mais sachez qu'en fait c'est 2 journées comme par semaine, oui. Et que on voit qu'il y a des séances de travaux supervisées qui seront très importantes dans notre formation. Alors chaque étudiant se voit, enfin chaque groupe d'étudiants se voit assigner un point de contact principal. On ne l'a pas fait au début, et puis on est venu à cette solution parce qu'on s'est rendu compte que il fallait quand même, je vais dire, un point de repère dans toute cette tempête. Et parfois, les groupes qui sont en difficulté ne savent plus à quel sens se vouer. Comme les énoncés sont libres, parfois on a des messages un peu contradictoires, qui sont contradictoires en apparence, mais les étudiants doivent aussi parfois poser des questions qui sont un peu elles-mêmes difficiles à savoir. Alors, ils ont quand même accès à tous les autres enseignants. Nous sommes 8 à partager cette charge, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas la même expertise. Donc l'expérience de chacun permet aux étudiants de devoir se forger une opinion différente. Alors juste peut-être la qualité, les jalons, j'en ai parlé déjà. Sachez aussi par exemple que nous basons notre évaluation sur 3 piliers majeurs. D'abord, un dossier technique, je ne sais plus comment vous l'aviez annoncé, c'est la compilation, le journal de bord. Voilà. Mais ici, il y a un aspect aussi où il y a les équations, les catalogues des fournisseurs qui ont permis de décider et de formater la réponse. Les présentations orales, extrêmement importantes, parce que ils sont amenés, ils doivent pouvoir convaincre à la fois les enseignants, mais aussi tout un chacun. Donc on met un point d'honneur à la fin de l'année à faire une présentation des prototypes, etc. devant tout le monde, les étudiants des autres années, des autres collègues qui passent par là, qui vont aller à la salle café. Tout le monde doit pouvoir évaluer et donner éventuellement un avis. Et les étudiants doivent pouvoir convaincre ces personnes. Alors ils vont recevoir une formation, d'une part la communication scientifique, comment formater un message, une introduction, une conclusion. Ils ont aussi des contacts avec des industriels qui leur font part de bonnes expériences, notamment de la gestion de projets. Il y a beaucoup de méthodologies pour ça, mais c'est des formations qui sont indispensables, notamment pour leur travail de fin d'études l'année suivante. Enfin, il faut savoir aussi gérer son travail de groupe en 2 ou plusieurs. Et ce qui n'est pas toujours évident, c'est parler avec les gens. Entrer en contact n'est pas toujours facile. Que ce soit parce que c'est des techniciens, etc., mais aussi des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de rencontrer, c'est-à-dire les financiers. Quand ils doivent acheter des pièces, eux, ils ont plutôt la tendance à aller sur Amazon, pour ne pas citer un fournisseur, de prendre leur carte de crédit ou celle de papa, et d'essayer d'acheter des trucs. Ben, c'est pas du tout comme ça qu'on fait dans une entreprise. Il faut passer des bons de commande, il y a des fournisseurs, il faut mettre des offres, des appels d'offres, etc. Donc ça, il faut qu'ils apprennent à faire ça. Alors, les difficultés principales, juste pour terminer, c'est principalement la logique floue. Pour la première fois, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un énoncé, on n'a pas faux et on n'a pas raison. Donc, une des difficultés, c'est d'argumenter et de convaincre. Ils n'ont pas cette habitude. Et le premier semestre, généralement, l'évaluation de Noël est assez difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être secoués dans tous les sens et de devoir dire, ben, j'ai fait un choix, c'est pas le vôtre, monsieur le professeur, mais il tient la route parce que. Et ça, c'est très difficile à, je veux dire, à inculquer cette notion tout au début. Alors, pour nous aussi, c'est de faire une évaluation transparente. Ils ont l'impression, certains, qu'ils ont fait super bien, mais qu'ils n'ont pas, ils ont eu 12 sur 20 ou 14 sur 20, et que le copain, il a 16, et ils comprennent pas parce qu'ils se trouvent tout aussi bon que le copain. Donc, faire des critères, soit numériques, soit d'expliquer que il y a des différentes appréciations et que finalement, lui, il est un peu mieux que l'autre, parce qu'il y a un jury de 8 ou de 10 personnes qui les ont classés, et ben ça, ils ont super difficile à faire. Ça, c'est vraiment une des questions très très ouvertes auxquelles on est confronté. Alors, on avait parlé aussi du rôle de l'enseignant, qui doit être, ne pas trop s'appliquer soi-même, ne pas juger la solution des étudiants, d'être un facilitateur, d'un expert qui conseille, mais pas qui sanctionne, qui dit c'est bon, c'est mauvais. Ça, c'est très difficile aussi. Alors, les projets, en général, ont une qualité. Nous, on a remarqué un saut quantitatif et qualitatif de la formation.
notamment au travers des travaux de fin d'études. On a été impressionné de voir qu'après 3-4 années, il y avait vraiment une maîtrise de la gestion du projet personnel, puisque le travail de fin d'études, c'est personnel, dans la manière d'aborder, de structurer sa démarche, etc. Ça nous a vraiment impressionné. Ça a eu un impact interne sur la renommée de la section, sur les collègues, sur la manière dont ils percevaient les étudiants, mais un impact aussi externe sur les entreprises, sur ceux qui emploient nos étudiants, qui nous ont vraiment fait part de leur sentiment et qui va dans le même sens que nous. Ça a un impact aussi externe, mais sur le recrutement. C'est un outil formidable pour faire les journées portes ouvertes, les étudiants, etc. Ça, on n'a plus de questions à se poser. Chaque année, les sujets sont tous trouvés. Alors, ça aussi a un attrait sur les étudiants pour aussi, puisque ce projet est devenu de plus en plus une pierre angulaire. Donc, les étudiants attendent ça. Si on le supprimait, je pense que ce serait l'émeute. Donc, on a nous-mêmes, je vais dire aussi, ce retour de satisfaction de voir qu'il y a un attachement aussi des étudiants qu'on a suivis aux personnes, aux professeurs et aux assistants qui les ont accompagnés dans cette gestation. Nous sommes des sages-femmes ou des sages-hommes plutôt dans cette situation. Et il y a un lien assez, je vais dire, émotionnel qui se crée entre les deux. C'est par contre un investissement énorme en question de temps. Il ne faut pas faire ça parce qu'on est paresseux. Ça, c'est abandonner tout de suite, revenir à un truc devant toute la classe, on fait des séances au tableau, c'est beaucoup plus facile. Ça coûte beaucoup plus cher aussi, c'est parce qu'on a la possibilité en tant qu'université d'avoir des projets de recherche, d'avoir des partenaires industriels qui eux-mêmes se proposent pour donner un énoncé et de subventionner, par exemple, la fabrication des composants, que c'est possible. Le problème financier est une vraie question dans la réalisation des projets intégrés, tant financier pour allouer des personnes que financier pour le matériel. Voilà. Il y aura certainement pourtant des questions, il y aura beaucoup aussi de réflexions et de partage ultérieurement. Je passe mon micro peut-être. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis enseignante à la Haute École de la province de Liège dans la catégorie technique et spécifiquement chez les ingénieurs industriels. Et donc je pratique également la pédagogie par projet avec StarTech. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'avais 2 questions. La première, le nombre d'heures ou de CTS que vous consacrez sur l'entièreté de cette pédagogie en Master 1. Et la deuxième, combien de groupes vous avez? Pour les mécaniciens, il y a à peu près 20 à 25 étudiants par année en Master 1, et pour les électromécaniciens, à peu près le même nombre. Donc on est sur 10 groupes pour chaque Master. Donc ça veut dire que chaque enseignant doit consacrer du temps pour 2 ou 3 groupes. Ça dépend un peu de son succès, sa cote de popularité. Alors le projet StarTech, nous, il est ici. On a un projet personnel qui est crédité à 5 crédits et qui est un projet de développer une spin-off, etc. Puis on a le projet d'innovation, ça qui est un projet 8 crédits, juste entre les deux, qui lui est ciblé sur justement la créativité d'un projet avec des groupes de 2 à 3 personnes. Et là, il y a à peu près une vingtaine d'étudiants aussi. Donc, il y a dans notre portfolio, moi je ne mettrai pas exactement le projet de Master 1 dans le projet StarTech. Le projet intégré est justement intégré et doit fondamentalement recueillir des disciplines qu'on a présélectionnées, qui sont celles de Master 1 au moins. Tandis que le projet StarTech, lui, peut... je suis mécanicien, j'ai envie de révolutionner les petits pots de yaourt. Donc ça, c'est pas nécessairement un truc qui est très mécanique, mais qui est tout à fait aussi valable. Et ils peuvent, en plus de leur projet intégré, prendre un projet StarTech. Ouais, c'est un supplément. Est-ce que vous travaillez en multidisciplinarité, puisque vous parlez seulement des mécaniciens et électromécaniciens, ou est-ce que les informaticiens, les chimistes interviennent également dans un ou l'autre projet? Ils pouvaient le faire, c'était la motivation d'ingénieur de projet. C'est un peu tombé actuellement, parce que chacun a des horaires fort compliqués. Mais par contre, entre des disciplines voisines, aérospatiale mécanique, électromécanique ou électricité mécanique, on a des projets interdisciplinaires, oui, effectivement.
Mais on a un peu limité le champ du possible, sinon ça devenait trop compliqué à organiser.